Eh, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le chair. Les Fimbi 500. Mais les deux sont corrects. Anyway. Sarcel représente. Sect Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur We Hustle. C'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Hugo, take a seat now, no pain, no gain. PDG, let's get it. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy. Un grand monsieur, un écrivain, un homme de cœur, j'ai nommé Youssef Indy. Take a seat, Ego. Salut mon frère. Salut. Comment tu vas? Ça va, merci. Merci pour la présentation et merci pour l'accueil. Merci. Merci à toi d'avoir répondu favorablement à cette invite. Avec plaisir. Ça fait plaisir. Je te le Avec disais, plaisir. ça fait longtemps qu'on te suivait. On aime beaucoup ce que tu dégages, ce que tu fais. Et toi-même, à travers tes prises de position, à travers ton travail, tu essayes d'éveiller les consciences. Et moi, pour tout ça, déjà, je te dis bravo. Je dis moi, mais en réalité, c'est nous. Merci, 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 merci. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Youssef Indy. Je suis né au Maroc en 1985. Je suis originaire d'une petite commune tout près d'Agadir qui s'appelle Ben Salegao. Pour les Marocains du Sud, les soucis qui connaissent. Je suis arrivé en France, j'avais 4 ans et demi, 5 ans, fin 1989. Donc, j'ai commencé ma scolarité en France et j'ai passé toute ma scolarité en France. J'ai grandi à Paris et en banlieue parisienne. Voilà. Et donc, banlieue parisienne 92, banlieue nord. Et je suis un autodidacte, donc j'ai arrêté les études peu de temps après le bac. J'ai passé quelques temps vraiment courts à la fac. Et après, j'ai dû travailler. Donc depuis l'âge de 20 ans, 19 ans même, je travaille. J'ai travaillé. J'étais très tôt indépendant. Mais la lecture, la recherche a toujours été une passion, comme d'autres, le sport, etc. Mais j'avais jamais eu l'intention d'en faire un métier. Parce que je viens pas d'une famille d'universitaires. La tradition familiale, c'est pas d'écrire des livres. Voilà. Et en fait, j'ai fait pas mal de boulots, des petits boulots, comme n'importe quel gars qui a juste le bac en poche, quoi. Mm-hmm. Et en fait, mon premier livre est sorti quand j'avais 30 ans, donc assez jeune. C'est sur les origines messianiques du sionisme. Et donc, à l'âge de 28 ans, je commence vraiment l'écriture et la recherche approfondie sur les origines messianiques du sionisme. J'en ai déjà parlé ailleurs, donc je vais pas revenir ici sur le détail. Et donc, mon premier livre sort à l'âge de 30 ans. Et en fait, c'est comme une pelote. J'ai tiré sur un sujet, puis un autre. Et quand mon premier livre est sorti, en fait, j'avais écrit l'équivalent de quasiment 3 livres en un seul. Et l'éditeur, mon premier éditeur, m'a conseillé de découper, c'est-à-dire de faire un premier livre sur le sionisme. Puis j'ai sorti un deuxième livre l'année suivante, Les mythes fondateurs du choc des civilisations, un livre qui retrace l'histoire et les mythes opposant le monde chrétien et le monde musulman, puis le Moyen-Âge. Et ensuite, j'ai enchaîné la mystique de la laïcité, etc. Donc, j'ai écrit aussi sur la religion de la République française, sur la géopolitique des États-Unis, mon précédent ouvrage paru l'année dernière, La guerre des États-Unis contre l'Europe. Et cette année-là, mon dernier livre, qui est mon 11e livre, Comprendre le conflit israélo-palestinien aux éditions Contre-Culture. Voilà, donc j'ai un parcours assez atypique. Comme je l'ai dit, moi je viens d'une famille près d'Agadir, dont les gens, il y a plus de combattants que d'intellectuels dans cette famille-là. La famille Indy est une famille, c'est une tribu qui vient du Sahara, qui s'est installée dans la région d'Agadir au début du 19e siècle, il y a environ 2 siècles donc.
D'ailleurs, j'ai visité le tombeau des deux pères fondateurs de la famille Hindi qui se sont installés à Agadir, dans ce qu'on appelle Agadir Oufla. Donc, en fait, en berbère, ça veut dire l'Agadir d'en haut. Donc, parce qu'en fait, Agadir est une ville côtière bordée de montagnes, de collines, de hautes collines. Et voilà, c'est là qu'il y a le tombeau des deux patriarches. Donc voilà, je viens de ce milieu-là. Mon père était militaire au Maroc jusqu'à à peu près ma naissance. Il a quitté l'armée pour des raisons médicales. Puis après, on est arrivé en France et mon père a ouvert une épicerie. Donc je me suis familiarisé avec le travail manuel très tôt. Voilà, dès l'enfance. Tu gérais le hanout. Voilà, le hanout, tu connais. Exactement, tu connais. Et donc, on m'a inculqué cela, les valeurs du travail, la persévérance, le fait que tu n'obtiens rien dans la vie facilement. On te donne jamais rien. Voilà, tout doit être acquis par le travail. Et d'abord par la grâce de Dieu, mais par le travail. Parce que si tu fais des prières, mais que tu fais rien à côté, ça va pas tomber du ciel. Exact. Donc, il faut que tu travailles. Et dans tous les domaines, c'est ce que j'ai fait. En tout cas, tous les domaines où il y a de la passion, ce que j'aime. Voilà, on fait pas toujours ce qu'on aime. On fait ce qu'on doit faire. La plupart des boulots que j'ai fait dans ma vie, c'est des boulots que j'aimais pas, quoi. Voilà, manutentionnaire, caissier, vendeur de vêtements, employé de bureau. J'ai fait pas mal de choses. Mais j'ai jamais fait tout ça avec passion. Voilà, c'était pour manger. Et grâce à Dieu, j'ai commencé à écrire des livres parce que ça a toujours été, comme j'ai dit, ça a toujours été ma passion. Quand j'étais adolescent, je lisais des grands auteurs, je prenais des notes, je faisais des recherches. Je commençais déjà à faire des dossiers par thème, histoire, théologie, philosophie, économie. Et je prenais des notes. Et à l'époque, entre 20 et 30 ans, quand je faisais tous ces petits boulots, au fond, je me demandais pourquoi je prenais toutes ces notes, parce que je me disais, ça va jamais me servir professionnellement. Voilà. Je le faisais aussi parce que ça me permettait d'avoir des traces écrites de tout ce que je disais. Parce que tout le monde ne le fait pas. Et je commençais aussi à écrire des textes. C'est-à-dire, le fait d'écrire des textes, tu projettes ta pensée sous tes yeux et en même temps, tu la construis. Tu vois, le fait d'écrire, c'est extrêmement important parce que ça te met face à ta propre pensée que tu développes. Donc, tu as sous les yeux ce que tu as dans la tête. Et ce que tu as dans la tête, c'est-à-dire que tu ne sais pas toujours tout ce que tu as dans ta tête, et même en termes de potentialité, tant que tu n'as pas fait l'effort de l'extirper sur papier. De toute façon, sans te couper, déjà, je voudrais revenir sur les origines parce que tu es amazir. Et vous avez cette fibre-là du travail où pour vous, c'est très important. Tout à l'heure, tu parlais des petites épiceries, etc. Et généralement, quand tu parles avec les épiciers, c'est des amazirs. On m'a dit qu'il fallait pas utiliser le terme berbère, donc je l'ai radié de mon vocabulaire. Donc déjà, bravo et merci pour cette transparence, clairement. Mais tu sais, nous-mêmes, on a reçu il y a quelque temps Ousmane Timéra, que je salue au passage, et qui nous parlait et il nous racontait son CV, son parcours, etc. Et il nous disait qu'il était autodidacte, tout comme toi déjà. Qu'est-ce qui t'a emmené à te poser ces questions existentielles? Alors, disons que c'est pas les questions existentielles, je me les suis posées, mais ça fait pas partie de ma production intellectuelle. Ma production intellectuelle est très politique, géopolitique, historique, théologique. Et ce qui m'a poussé à cela, c'est assez difficile à dire parce que il y a des choses qui nous dépassent. Il y a le destin. Tu accomplis ton destin parfois. Je veux dire, moi, quand j'avais 17, 18, 19 ans, j'aspirais à avoir un travail, comme beaucoup de gens tout court, avoir un travail bien rémunéré. Donc, et j'ai pas pu faire les études que je voulais, donc je me suis retrouvé à la fac, donc j'ai dû travailler, etc. Mais à côté, c'était une passion, et peut-être que cette passion est venue peut-être par mon père,
qui était pas quelqu'un d'intellectuel, mais c'est toujours c'était pas un intellectuel, c'était pas un intello, c'était un homme d'action, mais qui s'est toujours intéressé à la chose politique. Et donc, dès tout petit, j'écoutais des discussions politiques, etc. Et puis, il nous poussait... moi, j'aimais pas l'école. Clairement, j'aimais pas l'école, pour plein de raisons. Mais mon père m'a donné le goût du travail et de l'étude et de la perfection. Et il avait acheté, je me souviens quand j'étais gamin, les encyclopédies qui s'appelaient Tout l'univers. Il y avait plusieurs volumes. Et on devait, il me disait de m'asseoir et de lire tout l'univers. Voilà. Peu importe le numéro, peu importe le thème, tu ouvres le dictionnaire ou l'encyclopédie et tu lis. Et quand t'es gamin, tu vois ça comme une corvée. Mais ça reste. Et quand j'étais adolescent, 13, 14, 15 ans, j'ai commencé à m'intéresser plus sérieusement à la chose politique. Et à la fin de l'adolescence, j'ai commencé vraiment à m'armer intellectuellement, c'est-à-dire vraiment à lire des auteurs de philosophie politique, de philosophie, d'histoire, d'économie, etc., pour comprendre le monde. Et c'est comme ça que c'est venu. Après, mon premier livre est axé sur les origines messianiques du sionisme, comme je l'ai dit. Et le sionisme est un thème, je veux dire, qui me tient à cœur parce que c'est une question générationnelle. Quand la seconde intifada a éclaté, donc en 2000, moi j'avais 15 ans. Bon, avant cela, il y avait déjà, on voyait à la télévision, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, hein, on voyait à la télévision les exactions israéliennes, ce que subissaient les Palestiniens, d'autant plus que quand tu viens d'un pays musulman, du Maghreb, tu es sensibilisé sur ces questions-là. Mais véritablement, la seconde intifada a été un tournant et le 11 septembre 2001 a été un tournant. Et je pense que c'est cela qui m'a poussé ensuite à mener des recherches sur les origines messianiques du sionisme. Pas seulement, je m'intéresse à plein d'autres sujets, mais c'était un sujet central pour moi. J'ai bien vu tout ça et tu sais, moi j'ai lu ton livre La mystique de la laïcité, où pareil, hein, tu t'interrogeais, et d'ailleurs bravo pour cet ouvrage. Merci, je me suis régalé sincèrement. Merci. Mais tu sais, dedans tu parlais de Samuel Huntington, qui est un écrivain américain, pour que les gens puissent savoir, hein, tout simplement, et qui parlait des grandes divisions au sein de l'humanité, où il se posait lui-même des questions existentielles, etc. Mais est-ce que tu penses qu'on doit s'appuyer sur un écrivain qui a quand même des pensées assez extrêmes, n'ayant pas peur des mots? Toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Alors, ce que j'explique dans mon premier livre, c'est que déjà le concept de choc des civilisations n'est pas de Huntington lui-même, mais il est de son maître. Il était l'assistant personnel d'Edward. J'ai oublié son nom. Bref, j'y reviendrai. Qui était un géopolitologue et historien britannique de nationalité israélienne, britannique et américaine, et qui avait repris ce concept, enfin plutôt qu'il l'avait déformé, qu'il l'avait repris chez Arnold Toynbee. En fait, Arnold Toynbee, dans les années 40, qui est un historien britannique, historien des civilisations, expliquait que le choc des civilisations, c'était l'opposition entre le modernisme et toutes les religions et les cultures traditionnelles, contre la tradition. Et lui, il a interprété le colonialisme occidental comme un processus de combat du modernisme contre les traditions. Et il disait tradition africaine, tradition islamique, tradition orthodoxe, etc. Donc lui, il avait un regard critique sur le modernisme. Et en fait, ce concept-là a été perverti par ce géopolitologue dont le nom me reviendra, cet historien dont le nom me reviendra, qui lui a donné une autre définition en disant que le choc des civilisations,
c'était Bernard Lewis, voilà. Il s'appelle Bernard Lewis. Le choc des civilisations, pour lui, c'était l'opposition ontologique et fondamentale entre le christianisme et l'islam. Et moi, j'expliquais dans mon premier livre que, en fait, c'est pas une théorie de Bernard Lewis, mais Bernard Lewis ne faisait que laïciser une stratégie qui était rabbinique. Parce que dans l'eschatologie juive, c'est-à-dire la science de la fin des temps, il dit que pour que le royaume d'Israël règne, il faut que le christianisme et l'islam soient détruits et qu'ils soient envoyés dans une guerre mutuelle. Donc ça, ce sont les dires de Bernard Lewis. Bernard Lewis, lui, il laïcise ça. Lui, il dit que toute l'histoire, c'est l'opposition entre christianisme et islam. Et lui, il a été acteur de cette stratégie-là, puisque quand il y a la seconde guerre du Golfe en 2003, il a fait partie des gens avec le lobby pro-israélien qui ont convaincu Dick Cheney, le vice-président des États-Unis, George W. Bush, l'administration Bush, de partir en guerre contre le monde musulman, à commencer par l'Irak. Donc, il n'était pas seulement un théoricien, il était un acteur du choc des civilisations. Ensuite, on en vient à Samuel Huntington, qui était son secrétaire. Samuel Huntington, lui, a une autre interprétation. Lui, il dit que on est sorti de l'ère de la réelle politique, c'est-à-dire de l'explication de la géopolitique, comme étant l'opposition d'intérêts de différents États. Donc des États qui s'opposent et qui défendent chacun leurs intérêts. Lui, il dit que l'avenir, ce sera celui de blocs civilisationnels. Donc d'un côté le monde musulman, le monde confucéen chinois, le monde orthodoxe russe, le monde occidental judéo-chrétien entre guillemets, qui vont s'opposer non plus sur une base de défense des intérêts étatiques, mais sur une opposition civilisationnelle. Et moi, je critique aussi cela en disant que, en fait, il y a une partie de l'analyse de Samuel Huntington qui est bonne, mais elle est bonne que lorsque elle se focalise sur certains conflits locaux basés sur l'ethnie ou la religion. Ça existe, ça, les conflits ethno-religieux. Ce qui lui a permis, par ailleurs, d'anticiper l'éclatement de l'Ukraine, entre l'Ukraine de l'Ouest et l'Ukraine de l'Est, qui partagent des religions, dont les religions sont séparées. Il y en a une qui est l'Ukraine de l'Ouest est uniate, donc une forme de catholicisme, et l'Ukraine de l'Est est orthodoxe, donc rattachée à la tradition russe orthodoxe. Mais ce qui est dangereux, c'est quand on extrapole des conflits locaux ethno-religieux pour en faire une règle géopolitique et historique. C'est là que c'est dangereux. Donc voilà, il faut lire ces différents auteurs, connaître leurs spécificités et en faire une critique précise. Et toi, quand tu sais et tu connais son CV à cet auteur, est-ce que tu arrives à faire la différence et le distinguo entre l'auteur, à savoir qui il est, et ses œuvres, ses écrits ou ses pensées? Je pense que c'est indissociable parce que parfois il y a des auteurs qui vont changer de position et même d'idéologie. Je pense par exemple aux néoconservateurs qui étaient trotskistes et qui sont devenus des pro-israéliens fanatiques en raison de l'évolution historique, l'évolution idéologique et aussi de l'influence de certains réseaux d'influence. Par exemple, aux États-Unis ou en France, des gens qui étaient anti-israéliens vont devenir pro-israéliens parce que c'est bon pour leur carrière. Ça vaut pour les hommes politiques et pour certains intellectuels également. Mais il y a aussi, je veux dire, c'est l'injonction marxiste qui dit mais d'où tu parles? Et en fonction de tes origines, en fonction de ta religion, en fonction de ton parcours de vie, tu vas nécessairement avoir une vision, même une vision politique et de l'histoire qui va être orientée par ce que tu es, ce qu'on appelle l'idiosyncrasie. Donc, ce n'est jamais dissociable. Donc, il est toujours bon, lorsqu'on lit un auteur, de se pencher sur lui, sur son parcours de vie, sur son évolution politique et le contexte dans lequel il écrit cela.
Et pour rester sur, la thématique de la laïcité, entre autres, qui a été instituée ici en 1905, toi, comment tu vois la chose? Parce qu'il y a clairement eu une ambition de séparer l'État de l'Église, ou l'Église de l'État, les deux sont corrects. Mais toi, comment tu vois la chose? C'était une régression au vu de ce que tu es, toi, et les convictions qui t'animent? Alors, il y a deux, avant d'en venir à moi et à mes convictions, ce qu'on comprend quand on étudie l'histoire de France, et surtout à partir de 1789, c'est que les révolutionnaires et leurs héritiers républicains ont mené un double combat. Un combat contre l'Église et la monarchie, abattre la monarchie et abattre l'Église. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils étaient d'abord des anti-catholiques avant d'être des anti-religieux. Parce que beaucoup d'entre eux, pas tous, mais beaucoup d'entre eux, y compris Robespierre, n'étaient pas opposés à la religion. Au contraire, ils voulaient doter le régime républicain d'une divinité. Alors à l'époque, c'était une divinité de la franc-maçonnerie, l'être suprême, le culte de l'être suprême, pour remplacer la religion. Les penseurs républicains révolutionnaires du XVIIIe, XIXe siècle, même encore jusqu'à nos jours, ont compris que une société et un État, un régime ne peut pas fonctionner sans religion, sans idéologie. Donc quand ils ont commencé à abattre le catholicisme, ils ont en parallèle essayé de forger une nouvelle religion pour remplacer le catholicisme. Ça a été un échec. Ça a été un échec parce que vous ne pouvez pas imposer une religion à un peuple qui est par définition occulte. Parce que c'est une religion occulte, la religion de la République, et qui n'est pas une religion populaire. Si vous voulez qu'un peuple adhère à une religion, il faut qu'il y ait une imprégnation véritable, une imprégnation populaire. Vous ne pouvez pas remplacer une grande religion traditionnelle par une espèce de religion composite fabriquée dans les loges. D'ailleurs, à partir de 1793, de nombreuses églises, y compris la cathédrale de Notre-Dame à Paris, ont été remplacées. Comment dire, on a remplacé le culte catholique en leur sein par le culte de la raison et le culte de l'être suprême. Entre 1793 et 1794. C'est bien pour dire que les révolutionnaires français étaient conscients qu'il fallait une religion, donc ils ont essayé d'imposer leur religion maçonnique, ce qui n'a pas fonctionné. Je ne vais pas revenir dans tous les détails, mais ce que l'on constate, et là ce sont des études anthropologiques, sociologiques et même politiques, montrent que l'effondrement du catholicisme a été une catastrophe pour la France. Parce que si vous privez un peuple de sa tradition religieuse, vous le déstructurez. Et on voit bien les différentes phases de déstructuration. 1962-65, avec le Concile Vatican II, a été une étape importante de la perte d'influence du catholicisme. Disons que Vatican II, c'est une réforme de l'Église catholique, l'Église de Rome, qui vise à adapter le culte catholique, le catholicisme, à la modernité. Et s'ensuit une décomposition, une chute de la pratique religieuse dans toutes les zones catholiques, y compris en France. En France, en Pologne, au Québec. Et cet effondrement religieux va laisser place à de nouvelles idéologies, notamment celle de mai 68. Il est interdit d'interdire, la promotion de la pédophilie dans Libération, promue par des philosophes 68ards, Daniel Cohn-Bendit, etc. Donc l'effondrement du catholicisme a été véritablement une catastrophe civilisationnelle, sans parler des conséquences politiques. La structuration politique française était la suivante. On avait une tradition catholique qui, après l'effondrement, la destruction de la monarchie, est devenue contre-révolutionnaire, donc catholique, contre-révolutionnaire, conservatrice, face à un républicanisme qui lui faisait la guerre à l'Église, et le socialisme, le communisme. Et disons que la politique française était structurée ainsi. Une droite qui s'enracinait dans
dans un catholicisme relativement traditionnel, et une gauche républicaine, socialiste, communiste, qui, elle, était structurée par son opposition au catholicisme et à la droite. Mais si... Donc, elle était arc-boutée contre l'Église, contre le catholicisme. Mais à partir du moment où le catholicisme s'effondre en tant que croyance religieuse, ceux-là même qui s'opposent au catholicisme, communistes, socialistes, etc., républicains, n'ont même plus de raison d'être. Donc, ça va provoquer une déstabilisation du système politique et également l'adhésion de tout le spectre politique aux valeurs des Lumières républicaines, mais plus encore, en fait, 68ardes, individualistes, etc. Et c'est ce qui explique, là je vais très vite, de façon schématique, et ce qui explique aujourd'hui l'unanimisme politique, que ce soit à gauche, au centre ou à droite, sur les questions fondamentales. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi, depuis l'époque Sarkozy, des gens de gauche, socialistes, passent à droite dans le gouvernement de Sarkozy, chez Macron, etc. Parce qu'il n'y a plus de colonne vertébrale religieuse et idéologique. C'est pour ça qu'ils se ressemblent tous. Et sur les questions importantes, il n'y a plus vraiment d'opposition. Donc l'effondrement de la religion ne va pas donner un système démocratique, elle va donner le système actuel qui est en fait totalitaire, avec un parti unique qui contrôle l'appareil d'État sans opposition interne. C'est criant de vérité tout ce que tu dis. Et la deuxième partie de ma question était en rapport avec tes convictions à toi. Il est beaucoup plus difficile pour un musulman de vivre sa foi et ses principes de base dans cette société-là que dans une société qui aurait encore des valeurs catholiques. Vous voyez, par exemple, en Russie, qui n'est pas un État médiéval, qui est un État moderne, mais avec 90% de croyants, d'après les derniers sondages, 90% des Russes se disent croyants, 80% de la population est russe et est orthodoxe, donc chrétienne orthodoxe. Il est beaucoup plus facile pour les musulmans d'y vivre. D'ailleurs, il est interdit là-bas de blasphémer. Vous n'avez pas le droit, si par exemple vous brûlez un Coran, vous allez en prison en Russie. C'est strictement interdit. Alors qu'en France, Emmanuel Macron nous dit que le blasphème fait partie de la liberté d'expression. Et il va dire ça en plus au Liban. Donc en fait, je veux dire, on est arrivé en France dans un stade où la République est une République blasphématoire, qui défend le blasphème contre le Christ, contre la Vierge Marie, contre le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Donc, c'est tout à fait problématique, puisqu'on est carrément entré dans l'antinomisme. Le nomos, c'est la loi. L'antinomisme, c'est la violation systématique, c'est le rejet même de la loi. Et c'est la violation systématique de la loi. Quand on dit la loi, c'est la loi naturelle, la loi de Dieu. On nous dit insulter le prophète des gens, d'un peuple, enfin, oui, d'une communauté, ça fait partie de la liberté d'expression, mais c'est un peu comme insulter. C'est pire qu'un. Enfin, ce qu'ils comprennent pas, c'est que c'est pire qu'insulter la mère de quelqu'un. C'est comme si, alors, il y a aussi une contradiction, c'est-à-dire qu'il y a une politique migratoire déchaînée, c'est-à-dire qu'on fait venir un maximum de gens sur le territoire français. Parmi ces gens qu'on fait venir, il y a beaucoup de musulmans, d'accord ? Et une fois que vous avez fait venir ces musulmans sur votre territoire, eh bien, vous insultez leur prophète. C'est comme si, je l'ai déjà dit, c'est comme si vous invitiez quelqu'un chez vous, il s'assoit dans votre salon et vous commencez à insulter sa mère. Quelque chose de contradictoire là-dedans. Il y a comme une volonté, en fait, de déclencher une guerre civile, de semer le chaos. Soit vous êtes totalement anti-musulman, anti-religieux, donc vous faites en sorte qu'il n'y ait plus de musulmans qui rentrent sur votre territoire, voilà, et donc ça devient une politique d'immigration zéro et anti-religieuse, et vous vous amusez à insulter la religion des autres peuples, enfin, il y a une contradiction. D'autant plus que sur le plan, ne serait-ce que sur le plan diplomatique et géopolitique, c'est totalement stupide et contre-productif. Vous pouvez pas, quelle que soit la religion de votre État, vous ne pouvez pas vous amuser à insulter la religion de 2 milliards d'individus sur la planète. Parce que ces individus-là, ces gens, sont représentés par des États à travers le monde. Donc c'est totalement contre-productif. Donc on voit là qu'il y a une sorte de fanatisme anti-religieux, anti-catholique, anti-chrétien, anti-musulman, qui est totalement irrationnel, qui dépasse même
ce qu'on appelle la défense des intérêts de l'État. Parce que si vous défendez votre État, vous ne vous mettez pas à insulter la religion des Russes, la religion des Marocains, des Algériens, des Iraniens, etc. Donc l'effondrement de la religion, pour la France, est une catastrophe à plusieurs niveaux. Niveau politique, niveau sociologique, niveau civilisationnel, et même au niveau géopolitique, puisque ça fait perdre de la crédibilité à la France à travers le monde. Et en plus de cela, l'effondrement du catholicisme fait exacerber les inégalités, puisque le catholicisme était une religion inégalitaire, et les régions de France où le catholicisme a persisté, ce sont des régions où les inégalités sociales sont le moins importantes. Et donc l'effondrement du catholicisme a eu aussi pour conséquence le déchaînement des valeurs, entre guillemets, inégalitaires. Et on l'a vu par exemple avec le mouvement des Gilets jaunes et le mépris de la bourgeoisie française rattachée à l'oligarchie pour laquelle elle vote, enfin, quand il y a de l'oligarchie, et Macron vis-à-vis de ce peuple-là. Donc l'effondrement de la religion, contrairement à ce que disent les laïcards, est une véritable catastrophe pour la France. Et là où on parle souvent du choc des civilisations, de fractures, etc., on voit que l'avènement de certains pays du Moyen-Orient contrecarre certains dires. Oui, c'est-à-dire que alors c'est très ambigu parce que ce qui est frappant, c'est que les hommes politiques, je vais prendre l'exemple de qui ont été dans ces 15-20 dernières années les plus virulents vis-à-vis de l'islam et qui au passage ont détruit un pays comme la Libye, sont des gens qui avaient de très bons rapports avec l'Arabie Saoudite et le Qatar. L'Arabie Saoudite et le Qatar, qui sont les sponsors du wahhabisme et du frérisme, qui ont été, en tout cas jusqu'à une période très récente, les alliés des Israéliens, des Américains et des Occidentaux dans la guerre qu'ils ont menée contre la Syrie et contre l'Irak, notamment, et contre le Liban, avec le Hezbollah. Donc, c'est vrai que ça peut paraître contradictoire, mais au final, c'est tout à fait cohérent. D'ailleurs, qu'est-ce que disent ces pétromonarchies qui ont une influence sur une partie de la classe politique française sur les déclarations blasphématoires de personnalités françaises et de dirigeants français vis-à-vis de l'islam? On remarque qu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'actions qui sont menées. Il n'y a rien du tout. Ils n'utilisent pas leur poids pour défendre l'islam. Par contre, ils utilisent des milliards et des milliards de leurs dollars pour détruire des pays comme la Libye, comme la Syrie et l'Irak. Et donc, on voit bien qu'en fait, qu'il y a une alliance objective entre les pétromonarchies wahhabites qui ont beaucoup de sang musulmans sur les mains et les dirigeants français qu'on appelle islamophobes, ou je préfère anti-islam. En fait, il y a une cohérence, là-dedans. Maintenant, il y a aussi une autre contradiction. C'est les gens qui disent d'Israël que c'est l'endroit où les chrétiens d'Orient sont en sécurité. C'est absolument faux. Des églises brûlées régulièrement en Palestine occupée, des chrétiens palestiniens massacrés à Gaza, des chrétiens qui ne peuvent pas célébrer leur fête religieuse à Jérusalem, des chrétiens arméniens qui sont menacés d'expulsion par des promoteurs israéliens, alors que ceux qui ont défendu les chrétiens d'Orient sont, par exemple, le Hezbollah au Liban, l'armée syrienne, et si vous regardez, par exemple, en Iran, vous avez une communauté juive et une communauté chrétienne qui ne sont absolument pas inquiétés. Donc, on vit dans un monde empli de contradictions permanentes, et pour saisir et pour dénouer les nœuds, il faut faire un travail de recherche, d'investigation et de pédagogie et d'explication, comme j'essaie de le faire. Et pourquoi toi avoir eu l'envie de conscientiser, d'éveiller les consciences, notamment sur le conflit israélo-palestinien? Alors, pour moi, c'est une démarche naturelle. Quand j'ai commencé mes recherches sur les origines messianiques du sionisme et que j'ai découvert que le sionisme n'était pas né au 19e siècle dans les milieux laïques juifs, mais qu'en fait,
le sionisme tire ses origines d'un mouvement messianique religieux qui s'est laïcisé au 19e siècle, etc. À partir du moment où je découvre ça, où je le comprends, le mouvement naturel, enfin pour moi, c'est de faire découvrir aux autres ce que moi j'ai découvert. Pas quand tu découvres quelque chose d'important et qui peut avoir des implications politiques et géopolitiques considérables, tu veux le faire savoir. Tu vois, c'est comme quand tu découvres quelque chose de merveilleux et de beau. Alors là, c'est pas le cas. J'ai pas découvert des choses merveilleuses ou belles, plutôt des choses horribles, mais qui correspondent à la réalité historique, idéologique du sionisme. Alors, j'ai naturellement voulu apporter ma pierre. Alors, une fois que tu as fait ça, tu tires la pelote. Alors, je découvre qu'effectivement, la stratégie du choc des civilisations est aussi liée au mouvement sioniste et au proto-sionisme, ou même au mouvement messianique. Donc, je découvre ça, je l'explique et je veux le faire comprendre aux autres. Et puis, je continue. Pareil avec la mystique de la laïcité, le choc des civilisations, la guerre des États-Unis contre l'Europe, etc. C'est devenu mon métier. C'est comme ça que je suis devenu un chercheur indépendant. Tu sais, aujourd'hui, je vois, il y a une campagne aussi sur les réseaux sociaux, sur Internet, où on jette un peu des anathèmes aux personnes qui ne se mouillent pas. Tu vois, qui ne parlent pas du conflit israélo-palestinien, entre autres, etc. Toi, avec l'expérience que tu as et le CV, en l'occurrence, ce serait quoi ton regard par rapport à ça? Parce que moi, tu sais, si je peux me permettre de donner mon avis, je trouve que parfois les gens demandent trop. Dans le sens où tout le monde n'est pas qualifié pour prendre la parole publiquement. Les enjeux sont peut-être trop grands pour le commun, pour certaines personnes, tu vois. Donc toi, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à tout ça? Alors, c'est vrai que moi, par exemple, je pense que il est vraiment problématique que n'importe qui, des gamins, des gens inexpérimentés, des gens qui n'ont pas fait de recherche approfondie, des gens dont c'est pas le rôle, c'est pas le métier, etc., s'expriment sur tout et n'importe quoi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans cette société du spectacle, on va chercher des acteurs, des chanteurs, des artistes qui n'ont strictement aucune compétence en politique, en histoire et en géopolitique, ou des footballeurs, et on leur demande leur avis, on leur demande de se positionner. Je veux dire, il peut se positionner s'il veut, un footballeur en particulier, etc. Mais s'il le fait, il doit au préalable avoir lu, avoir cherché, etc. Je veux pas qu'on interdise à des gens dont c'est pas le métier, qui sont pas des professionnels de la politique, ou de la recherche historique, etc., de prendre position. Chacun peut le faire. Mais il faut qu'ils prennent position, comme n'importe quel citoyen, après avoir étudié le sujet. Absolument. Donc le type, entre 2 matchs de football, entre 2 entraînements, on va lui dire qu'est-ce qu'il faut faire aux législatives. Je veux dire, aller chercher des gens qui sont compétents sur le sujet, surtout dans un système médiatique où beaucoup de gens compétents sont totalement occultés. Il y a beaucoup d'universitaires, ou même des gens qui ne sont pas des universitaires, qui sont des écrivains, etc., qui sont compétents pour prendre la parole, pour s'exprimer sur ces sujets-là, politique intérieure, politique extérieure, sionisme, etc., mais à qui on ne donne pas la parole. Je veux dire, moi, j'ai écrit 11 livres sur ces questions-là. Judaïsme politique, sionisme, États-Unis, géopolitique, histoire de France, etc., enfin, histoire religieuse de la Révolution française, de la République, etc., etc., et d'autres, beaucoup d'autres, j'en connais beaucoup d'autres. On vient pas nous chercher pour nous demander la parole. Pourquoi est-ce qu'on va avoir Mbappé pour lui demander ce qu'il faut faire? Donc c'est totalement déplacé. Donc voilà, moi je suis pas favorable à ce que tout le monde s'exprime sur ces sujets-là sans avoir étudié. Voilà. Donc moi je ne vais pas reprocher à quelqu'un qui est totalement ignorant de ces sujets de ne pas s'exprimer. Parce que je sais que s'il ouvre la bouche pour s'exprimer, ça va être pour dire des bêtises. Ça va desservir la cause. Ou alors, pour s'auto-censurer, même s'il a une opinion radicale tranchée sur ce sujet-là, bah, il va pas oser l'exprimer en public compte tenu des conséquences. Je veux dire, je sais pas, si on demande à Mbappé ce qu'il pense du conflit israélo-palestinien et qu'il prend une position radicale en faveur des Palestiniens, qu'est-ce qui va lui arriver? Alors, moi, je vais pas lui jeter la pierre,
puisque moi, c'est mon métier, c'est mon boulot. C'est ce que je fais. Écrire des livres sur le judaïsme et le sionisme, c'est mon boulot, c'est mon gagne-pain. C'est pas leur gagne-pain à eux. Au contraire, ils vont mourir socialement. Moi, quand je me suis lancé là-dedans, quand j'ai écrit mon premier livre, je n'avais strictement rien à perdre. Et c'est parce que j'avais strictement rien à perdre, c'est-à-dire j'avais pas de biens, j'avais pas de carrière universitaire à défendre, j'étais pas un universitaire, j'étais pas rien du tout. Donc, pour moi, écrire un livre sur le sionisme, ça ne me coûtait rien que de me faire insulter, attaquer, etc. Je veux dire, pour un type comme moi à l'époque, j'avais tout à gagner, rien à perdre. Voilà. Donc, je veux dire, il faut pas non plus jeter la pierre à tout le monde. Tout le monde n'a pas les épaules pour se positionner politiquement sur des sujets aussi dangereux. Donc, le mieux, c'est de ne pas prendre la parole. Voilà, je pense. D'accord, vous n'avez pas le courage de vous positionner, ou alors vous n'avez pas la culture nécessaire pour donner votre avis. Tenez-vous à l'écart. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas demander à tout le monde de se positionner contre. C'est comme, tu sais, pendant la période covidienne, on reproche à des restaurateurs d'avoir accepté le pass sanitaire, etc. Mais s'ils ne l'avaient pas fait, c'était, je crois, 1 500 € d'amende à chaque fois. Si par exemple, vous êtes le client, vous êtes chez un restaurateur et que vous n'avez pas de passe, c'est le restaurateur qui paye. Mais est-ce que vous allez le client, est-ce que vous allez mettre 1 500 € de votre poche pour sauver son restaurant? Non. Donc voilà, il faut pas trop la ramener non plus, parce que je vois beaucoup de gens qui sont sur les réseaux sociaux sous pseudo et qui donnent des leçons. Et qui me donnent des leçons, par exemple. Pourquoi tu dis pas ci? Pourquoi tu dis pas ça? Mais les gars, sortez votre pièce d'identité, parce que moi, Youssef Indy, c'est mon vrai nom, c'est mon vrai prénom. Et c'est mon visage qu'on voit sur Twitter, et c'est mon nom, mon prénom, d'accord? Je veux dire, il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue. Quand je donne des séances de dédicaces, etc., tout le monde sait où me trouver. Ces gens-là qui sont hyper radicaux sur Twitter, ils sont incapables de publier leurs photos, simplement leurs photos, même pas leur nom et leur prénom, parce qu'ils vont avoir des problèmes au travail, parce qu'ils risquent de perdre leur travail, de ne pas en retrouver, parce que c'est comme ça que ça se passe maintenant. C'est-à-dire que vous prenez une position, votre futur employeur va sur Internet, il tape votre nom, votre prénom, il vous retrouve et vous n'avez pas le boulot. Donc nous, on risque pas seulement de perdre de l'argent. Nous, on prend des risques physiques. On a des gens, des amis, des camarades qui ont fait de la prison pour des livres ou pour des déclarations publiques, ou qui sont en exil, comme Alain Soral, qui sont en exil parce que pour des écrits. Et vous avez des gens sur Twitter hyper radicaux qui nous disent ce qu'on doit faire ou pas. Bah, les gars, sortez de l'anonymat, publiez votre nom, votre prénom, allez-y, allez en première ligne, et puis on vous suit. Parce que il faut donner l'exemple, il faut montrer un peu de courage pour inciter les autres à être courageux. Moi, s'il y a des gens qui sont plus courageux que moi, bien sûr qu'il y en a, je les invite à y aller. Et ce que je remarque, c'est que les gens qui sont courageux, qui prennent des risques, et qui ont pris beaucoup de risques, ne me tiennent jamais ce discours-là. Ils me disent jamais ouais, non, t'es pas assez radical, faut que t'ailles plus loin, etc. Non, c'est toujours les planqués qui donnent des leçons et qui disent aux autres d'aller en première ligne. Donc non, allez-y. Allez-y en première ligne. Et puis de toute façon, plus on sera nombreux à être en première ligne, on peut être d'accord ou pas, je veux dire, on peut être en désaccord sur des points de détail, mais plus on sera nombreux en première ligne, et plus ce sera difficile pour l'ennemi. Parce que c'est très facile d'abattre une tête de gondole, 1 ou 2 personnes qui sont en première ligne. Mais si vous en avez 10, 20, 100 comme vous, qui tiennent le même discours, qui écrivent des livres et des articles, etc., comme vous, je veux dire, ça solidifie nos positions. Donc, allez-y, sortez de l'anonymat et tfaddal. Le message est passé et c'est criant de vérité tout ce que tu dis, sincèrement et sans transition, mon cher frère. Tu sais, il y a Lénine qui disait qu'il fallait considérer l'État comme un être divin. Toi, tu penses, c'est quoi, toi, ton regard par rapport à ça? Parce que on te sait, même à travers ton ouvrage, du moins celui que j'ai lu, on sent vraiment ton implication. T'es en adéquation avec ce qu'il dit? Non, ce qu'il dit, c'est très important. En fait, cette idée-là, on la trouve déjà chez Thomas Hobbes, dans son livre qui s'appelle Le Léviathan, publié en 1651, si ma mémoire est bonne.
Et lui déjà écrivait que l'État était un petit dieu. Alors d'où ça vient cette histoire-là, pour faire court? Dans l'Ancien Régime, au Moyen-Âge, en Europe, et même dans le monde musulman, le roi, ou le sultan, ou le calife, n'était pas souverain. Il n'était pas souverain. La souveraineté n'appartenant qu'à Dieu. Le roi, ou le calife, il est lieutenant de Dieu, ou lieutenant du prophète. C'est-à-dire qu'il tient lieu d'eux. C'est-à-dire qu'il gère les affaires publiques, politiques, à la place de Dieu. Bien sûr, Dieu est là, mais Dieu ne va pas venir à notre place gérer un État. Par conséquent, toutes les lois qui sont émises par le sultan, le calife, le roi catholique, doivent être conformes aux lois divines, aux lois de Dieu. Mais, alors ça, c'est quelque chose que j'ai développé en détail dans mon livre « La guerre des États-Unis contre l'Europe et l'avenir de l'État ». La deuxième partie du livre est consacrée à l'État, aux origines de l'État depuis la Mésopotamie, puis le premier État, au 3e millénaire avant Jésus-Christ, 2300, jusqu'à nos jours. Et je montre que, au lendemain des guerres, la guerre civile opposant catholiques et protestants en Europe, s'est édifié, d'abord théorisé l'État moderne, avec Jean Bodin, avant Thomas Hobbes. Et Thomas Hobbes est dans cette lignée-là des philosophes fondateurs, théoriciens de l'État moderne. Et Jean Bodin, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est assez complexe, mais Jean Bodin va revenir à une certaine tradition romaine et va théoriser l'État moderne, qui est l'État souverain. Et c'est à partir de Bodin, Hobbes, entre les deux, Loiseau, etc., qu'on va avoir cette conception de l'État souverain, donc en lieu et place de Dieu. C'est là, en fait, qu'en théorie, on a l'émergence de l'État souverain qui est un Dieu, donc en fait, un petit Dieu. Ce qu'a appelé Thomas Hobbes le Léviathan. Le Léviathan, en fait, ça renvoie à un récit biblique, c'est dans le livre de Job, d'un monstre marin, le Léviathan. Un monstre terrifiant, terrible, avec des dents acérées qui crachent du feu. Et il a appelé l'État le Léviathan, Thomas Hobbes. Bref, je ferme la parenthèse, mais ça, c'est vraiment un point très important. Et on va retrouver effectivement cette conception de l'État souverain qui va bien s'enraciner à partir de la Révolution française, au lendemain de la Révolution française. Notamment avec la période de la Terreur, donc la terreur instituée par les révolutionnaires et qui combattent la contre-révolution, en fait, les Français qui refusent la révolution. Et durant cette période, ils suspendent la Constitution, ils mettent en place un état d'exception. Ça, c'est très important parce que l'état d'exception n'existait pas au Moyen-Âge. Pourquoi ? L'état d'exception, c'est la suspension de la Constitution, c'est la suspension de la loi. Or, au Moyen-Âge, la loi suprême, c'est la loi de Dieu. Et vous ne pouvez pas suspendre la loi de Dieu. Vous n'avez pas ce pouvoir-là. Donc, c'est à partir de l'émergence de l'État moderne qu'on a la capacité de mettre en place un état d'exception, c'est-à-dire de suspendre la loi suprême. Or, la loi suprême est émise par qui ? Au Moyen-Âge, ça vient de Dieu, bien sûr, c'est la loi naturelle. Mais à l'époque moderne, c'est l'État lui-même. Ça renvoie dans la tradition chrétienne c'est dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, il ne dit pas le mot antéchrist, il parle c'est l'antéchrist, il est identifié à l'antéchrist, mais l'antéchrist là est appelé l'homme sans loi. L'homme sans loi. Et en fait, on y est. On est dans une période où les États occidentaux émettent des lois, ou des contre-lois, qui détruisent la loi naturelle, et donc qui détruisent la société, la famille, l'enfant, etc. Donc, cet État moderne, oui, est extrêmement dangereux, et donc, pour sauver les libertés, puisqu'en fait, le roi n'était pas tout puissant, puisqu'il était soumis à la loi naturelle. Or, aujourd'hui, le chef de l'État français est en théorie beaucoup plus puissant que le roi de France, puisqu'il peut émettre des lois sans prendre en compte la loi divine, donc les règles de base, alors que le roi était soumis à ces mêmes lois. Il était contraint, en fait, d'une certaine façon. Là, il ne l'est plus.
Et donc, pour redonner de la liberté au peuple, paradoxalement, il faut revenir à la loi naturelle. Réinscrire dans la Constitution la loi naturelle, ou la loi divine, c'est la même chose de toute façon, pour poser un cadre qui empêche un éventuel psychopathe qui arrive au pouvoir d'émettre des lois qui détruisent la famille. En tout cas, ça fait du bien d'entendre ce genre de discours. Je sais pas si ça fait du bien, mais j'espère que c'est utile. Comme je ne cesse de le dire, on fait abstraction des caméras, des micros, et on parle comme des frères à bâton rompu. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, mon cher frère Youssef? Eh bien, des doigts, des prières, qu'on me souhaite de survivre à tout ça et de pouvoir continuer, d'être capable de continuer à produire dans ce sens-là et d'essayer de servir Dieu et donc servir la vérité. Ben, c'est tout ce qu'on te souhaite. Alors, au nom de toute l'équipe de We Hustle, Youssef, merci. Nous te souhaitons vraiment plein de bonnes choses. Bon courage pour la suite. Merci. Et merci de te mouiller. Merci. Parce que il en faut des gens comme toi. Merci. Et soyez nombreux à vous mouiller. Le message est passé, ça c'est clair et net, ça. Merci. C'était le tiers et qui est 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects. Avec mon homeboy, j'ai nommé Youssef Indy pour We Hustle. Mes paroles valent tiers. Peace. We hustle, baby.